Cet homme que vous voyez en haut de la tour va mourir. Mais, avant de mourir, il va faire quelque chose qu'aucun soldat ne devrait avoir à faire au milieu d'une guerre. Il va essayer de trouver un signal Wi-Fi, de se connecter à Internet. Et ce n'est pas arrivé une seule fois. D'autres soldats russes essaient de faire la même chose. Ils sont désespérés. Pendant ce temps, l'Ukraine était de l'autre côté, observant et profitant de chaque seconde de cette cécité pour réaliser l'un des coups les plus intelligents de cette guerre. Pour comprendre ce qui s'est passé, vous devez comprendre l'importance de la communication, car elle est essentielle dans une guerre comme celle-ci. Sans elle, vous ne savez pas où se trouve l'ennemi, vous ne pouvez pas guider les drones, vous ne pouvez pas coordonner une attaque, vous ne pouvez même pas demander de renfort. C'est comme essayer de jouer aux échecs dans le noir. Et à ce stade, l'Ukraine avait un avantage évident. Le Starlink, le service internet par satellite créé par l'entreprise SpaceX, du chef d'entreprise Elon Musk. Au lieu de dépendre de câbles ou de tours de transmission qui peuvent être détruits, il fonctionne grâce à des milliers de petits satellites qui orbitent autour de la Terre à grande vitesse, très près de la surface. Le résultat est une connexion internet rapide, stable et extrêmement difficile à couper. Pour l'Ukraine, cela a été une révolution. Les soldats ukrainiens pouvaient communiquer en temps réel, même au milieu de nulle part. Les drones étaient pilotés avec une précision chirurgicale. Les attaques étaient coordonnées avec une efficacité que peu d'armées dans le monde pourraient atteindre. Mais alors, il s'est produit quelque chose d'inattendu. Les forces russes ont compris ce que Starlink faisait pour l'ennemi et ont décidé qu'elles voulaient la même chose. Mais il y avait un problème. SpaceX ne vendait pas à la Russie. Et les conditions d'utilisation de Starlink interdisaient explicitement l'utilisation des terminaux lors d'opérations offensives. Et la Russie était du mauvais côté de cette guerre, selon n'importe quel critère que vous utilisez. Mais cela n'a pas arrêté les Russes. Ce qui a commencé à se produire à partir de 2023, c'était un système de contrebande silencieux et systématique. Des terminaux Starlink ont commencé à entrer en Russie par des routes clandestines, passant par l'Asie centrale et le Golfe Persique. Ils arrivaient entre les mains des unités militaires russes, qui payaient le prix qu'il fallait pour avoir accès à ce signal. Et ça a marché. La Russie pensait qu'elle pouvait utiliser la technologie de l'ennemi sans conséquence, qu'elle pouvait compter sur un service américain pour mener une guerre contre l'Occident, que personne ne s'en rendrait compte ou que, même s'il s'en apercevait, il ne ferait rien. C'était la première erreur et aussi la plus coûteuse. Pendant des mois, des troupes russes en première ligne utilisaient des terminaux Starlink introduits en contrebande pour coordonner des attaques, guider des drones et maintenir la chaîne de commandement opérationnelle. Des terminaux ont été retrouvés installés sur des véhicules blindés, sur des drones, dans des postes de commandement improvisés. L'Ukraine le savait. Les autorités ukrainiennes avertissaient depuis des mois que les troupes ennemies utilisaient, selon leurs propres mots, discrètement Starlink pour opérer. Mais voici la question. Sachant cela, que pouvaient faire les Ukrainiens ? C'est ici que l'histoire prend une autre direction. À un certain moment, à la fin de 2025, SpaceX et le gouvernement ukrainien sont parvenus à un accord. SpaceX mettrait en place un système de liste blanche, un type de liste d'autorisation. L'idée est simple. Seuls les terminaux qui étaient enregistrés et approuvés pour une utilisation ukrainienne continueraient à fonctionner. Tout le reste serait automatiquement bloqué. C'était une décision technique, une ligne de code sur un serveur, quelque part en Californie. Mais l'effet sur le champ de bataille a été catastrophique pour la Russie. Le 1er février 2026, SpaceX a activé ce système et les écrans russes se sont éteints. Pas petit à petit, pas progressivement, mais du jour au lendemain, environ 90% des unités russes en première ligne ont perdu la connectivité qu'elles utilisaient pour opérer. Et, à ce moment-là, une question s'est posée à laquelle personne ne savait répondre. Combien de temps la Russie mettrait-elle à se rétablir et que ferait l'Ukraine de ce temps ? Imaginez ce que cela signifie en pratique.
Un soldat qui pilotait un drone via un terminal Starlink perd soudainement le signal. Le drone devient incontrôlable, l'attaque est annulée. Un officier qui coordonnait une avancée via une radio cryptée par satellite se retrouve soudainement à parler dans le vide, personne ne répond. La chaîne de commandement est rompue. Une unité entière, qui dépendait de la communication en temps réel pour avancer de manière synchronisée, se retrouve soudainement dans le noir, sans savoir ce que font les autres unités, incapable de se coordonner, incapable de réagir. Le conseiller du ministère de la Défense ukrainien, Serhiy Bezkresnov, a suivi ce qui s'est passé en temps réel. Et il a utilisé un mot précis pour décrire la situation de l'ennemi. Et ce mot est catastrophe. Selon ses propres mots, l'ennemi, sur la ligne de front, fait face non seulement à un problème, mais à une catastrophe. Tout le commandement et le contrôle des troupes se sont effondrés. Les opérations d'assaut ont été paralysées dans de nombreuses zones. Mais peut-être que la confirmation la plus surprenante ne vient pas d'un officier ukrainien, mais du côté russe. Boris Rosine est un blogueur militaire pro-Kremlin, c'est-à-dire quelqu'un qui soutient le gouvernement russe et minimise habituellement tout problème rencontré par les forces russes. Même lui n'a pas caché ce qui se passait. Dans un message public, Rosine a écrit « Oui, il n'y a absolument aucune alternative pour l'instant. Réfléchissez-y. Quand quelqu'un du côté russe admet cela publiquement, vous savez que la situation est grave. Maintenant, vous devez vous demander, mais la Russie n'avait-elle pas de plan B ? Oui, elle en avait un, mais le plan B était bien pire que le plan A. La Russie a essayé de remplacer Starlink par ses propres constellations de satellites. Les systèmes Yamal et Express, exploités par l'entreprise Gazprom Space Systems, étaient présentés comme une alternative, mais il existe une différence technique fondamentale entre ces systèmes et Starlink. Il est important de comprendre pourquoi, car c'est là qu'il devient clair pourquoi la Russie était prise au piège. Suivez mon raisonnement. Starlink utilise des milliers de satellites en orbite basse, tout près de la Terre. Une connexion rapide, stable. C'est comme avoir une antenne internet juste au-dessus de votre tête. Les satellites russes sont en orbite géostationnaire, beaucoup plus loin. Cela crée un retard dans la communication, que les techniciens appellent une latence élevée. En pratique, c'est comme envoyer un message qui met 2 secondes à arriver, au lieu d'une fraction de seconde. 2 secondes peuvent sembler peu, mais sur le champ de bataille, c'est une éternité. Le renseignement militaire ukrainien, connu sous le sigle GUR, a intercepté des conversations de soldats russes, se plaignant exactement de cela. Les terminaux de Gazprom étaient tellement mauvais que les soldats eux-mêmes ont décrit leur utilisation au combat comme pratiquement impossible, en raison de la mauvaise qualité de la connexion. Et il y a plus, le système de satellites russe ne compte que 5 satellites géostationnaires couvrant la région. 5. Pense à ce que cela signifie. 5 satellites pour couvrir une ligne de front de centaines de kilomètres, avec des dizaines de milliers de soldats, tous ayant besoin de signal en même temps. C'est comme essayer d'approvisionner toute une ville avec un simple tuyau d'arrosage. Le GUR a été direct dans son évaluation. Ce nombre est insuffisant pour couvrir toute la ligne de front, et la capacité existante est principalement utilisée pour desservir les abonnés civils à l'intérieur même de la Russie. Pour couronner le tout, l'opérateur est sous sanction internationale depuis février 2024, ce qui complique toute tentative de mise à jour ou d'expansion du système. La Russie a également commencé à tester une plateforme de communication utilisant des ballons stratosphériques, appelée Barrage On. Et elle avait un plan ambitieux de lancer sa propre constellation de 300 satellites. Mais le premier lancement, qui était prévu pour la fin de 2025, a été reporté à 2026. Autrement dit, sans Starlink, sans alternative viable et sans perspective de solution rapide. Le lieutenant Denis Yaroslavsky, commandant d'une unité de reconnaissance spéciale des forces armées ukrainiennes, a été précis dans son évaluation.
Même si la Russie parvient à mettre en place une alternative, il faudra au moins 4 à 6 mois pour qu'elle fonctionne à grande échelle. 4 à 6 mois sans communication efficace sur le champ de bataille, et l'Ukraine n'est pas restée à attendre. Elle a observé l'armée russe s'effondrer et a pris une décision qui a changé le cours de la guerre. Les chiffres sur le champ de bataille ont commencé à raconter une histoire très claire dans les jours suivant le blocage. Avant la coupure du Starlink, les unités régulières russes opéraient avec un taux de perte de 5 pour 1. Cela signifie que, pour chaque soldat ukrainien mis hors de combat, 5 soldats russes étaient neutralisés. C'était déjà un ratio défavorable pour la Russie, mais il restait tolérable. Avec la coupure du Starlink, ce ratio est passé à 13 pour 1. 13 soldats russes pour chaque soldat ukrainien. Et l'unité de drones russes, appelée Rubicon, qui utilisait le Starlink pour étendre la portée de ses drones d'attaque et coordonner des offensives en profondeur sur le territoire ukrainien, a tout simplement cessé d'opérer. Plus que cela, le groupe publiait habituellement les détails de ses attaques sur Telegram, une sorte de journal de guerre numérique. Après le blocage, ils ont complètement arrêté de publier. L'Institut pour l'étude de la guerre, l'une des organisations d'analyse militaire les plus respectées au monde, a confirmé que la décision de SpaceX avait un impact négatif sur les opérations offensives de Rubicon. Mais le nombre de pertes n'est qu'une partie de l'histoire. Ce qui s'est passé sur la carte a été encore plus dramatique. Entre le 11 et le 15 février 2026, les forces ukrainiennes ont repris 201 km² de territoire. Pour se faire une idée de ce que cela signifie, cette superficie équivaut à tout ce que la Russie avait conquis pendant tout le mois de décembre 2025, repris en 5 jours, ce que l'ennemi avait mis un mois à prendre. L'analyse de l'Institut pour l'étude de la guerre a été directe. Les contre-attaques ukrainiennes ont probablement exploité le blocage récent de l'accès russe à Starlink. Des blogueurs militaires russes affirment que cela cause des problèmes de communication et de commandement sur toute la ligne de front. Le 5 février, 4 jours après le blocage, les attaques russes quotidiennes sont passées d'une fourchette de 80 à 110 par jour à 56. Presque la moitié. Sans communication efficace, sans capacité de coordonner les offensives, sans moyen de guider les drones avec précision, les Russes ont reculé et l'Ukraine a avancé. Mais ici, nous arrivons à la prochaine partie de l'histoire, que la plupart des gens ne connaissent pas encore. Imaginez que vous êtes un soldat russe en première ligne. Votre terminal Starlink s'est éteint. Vous ne pouvez pas communiquer. Vous ne pouvez pas guider votre drone. Vous ne savez pas ce qui se passe avec les autres soldats autour de vous. Vous êtes désespéré. Alors, sur une chaîne Telegram, vous voyez un message. Un service qui prétend pouvoir enregistrer votre terminal sur la liste blanche ukrainienne, qui peut faire fonctionner à nouveau votre Starlink. Qui, contre un petit paiement, peut vous reconnecter? Que faites-vous? Beaucoup de soldats russes ont payé, et c'est précisément là qu'ils sont tombés dans un piège soigneusement préparé par l'Ukraine. La 156e division d'assaut cybernétique de l'Ukraine, travaillant avec des groupes de renseignement en source ouverte, a créé ce faux service d'enregistrement Starlink. Ils ont mis en place un réseau de chaînes et de bots sur Telegram, ont fait en sorte que cela paraisse légitime, ont même créé une fausse controverse publique autour de l'une des chaînes pour donner de la crédibilité à l'opération, et ils ont attendu. Les soldats russes ont commencé à apparaître. Pour enregistrer le terminal, ils devaient fournir certaines informations. Le numéro d'identification du terminal, le numéro de l'antenne satellite, le numéro de compte Starlink et les coordonnées de localisation, latitude et longitude. Ils ont tout fourni. À la fin de l'opération, l'Ukraine avait recueilli 1420 entrées avec des données précises sur les terminaux Starlink russes et leurs emplacements sur le champ de bataille. Et ils ont collecté 1870 $ auprès des soldats russes eux-mêmes pour le faux service. L'opération a été baptisée Opération Autoliquidation. Le groupe militant, l'un des partenaires de l'opération, a résumé le résultat avec une phrase qui ne laisse aucun doute sur ce qui est arrivé aux coordonnées collectées.
quant aux coordonnées qu'ils ont envoyées, des paquets ont été renvoyés. Et savez-vous ce qu'étaient réellement ces paquets? Des obus d'artillerie de calibre 155, les mêmes fournis à l'Ukraine par des pays alliés. En d'autres termes, les soldats russes, désespérés, ont envoyé leur propre position et ont reçu une pluie de plomb en retour. Il est difficile de trouver une image plus complète de ce qui s'est passé pendant ces semaines. D'un côté, une armée qui a construit une partie de sa capacité de combat sur une technologie qui ne lui appartenait pas, qu'elle ne contrôlait pas, et qui dépendait d'une entreprise privée américaine pour continuer à fonctionner. De l'autre côté, un pays plus petit, avec moins de ressources, qui a étudié cette dépendance. Il a attendu le bon moment et, alors, il a transformé chaque point faible de l'ennemi en une opportunité. La coupure de Starlink n'a pas été seulement technique, elle a été stratégique, et l'Ukraine était prête à profiter de chaque seconde. Le ministre ukrainien de la Défense, Mikhailo Fedorov, a déclaré à des partenaires européens que l'Ukraine avait réussi à infliger à l'ennemi plus de pertes que le Kremlin n'avait pu recruter au cours des 2 mois précédents, plus de pertes que leur capacité de remplacement. Malgré les chiffres, cette histoire dépasse la guerre. Pour la première fois, de manière aussi claire et documentée, une technologie privée, créée par une entreprise commerciale, exploitée par un seul entrepreneur, est devenue l'un des facteurs les plus décisifs dans un conflit entre nations. Les gouvernements du monde entier ont commencé à se poser la même question à voix haute. Que se passe-t-il lorsque l'infrastructure la plus critique d'une guerre est entre les mains d'un seul milliardaire? C'est une question sans réponse facile. Mais ce que l'histoire de février 2026 a montré, c'est que cette question n'est plus hypothétique, elle est déjà réelle. Et l'Ukraine a su utiliser cette réalité mieux que quiconque ne l'aurait imaginé. Cet homme en haut de la tour est monté, en sachant qu'il pouvait mourir. Il est monté parce qu'il était désespéré. Il est monté parce que l'armée dont il faisait partie avait construit sa guerre sur des fondations qu'elle ne contrôlait pas. Et lorsque le Kremlin a dû choisir entre protéger ses soldats ou admettre qu'il avait commis une erreur stratégique monumentale, le choix a été clair. Les soldats sont restés dans l'obscurité, littéralement. Et en 15 jours, l'Ukraine a reconquis l'équivalent d'1 mois entier d'avancée russe. Pas avec plus de chars, pas avec plus de soldats, avec une liste blanche sur un serveur en Californie et des milliers de coordonnées livrées volontairement par l'ennemi pour 5 $ chacune. Maintenant, je veux savoir ce que tu en penses. Si tu étais un chef militaire aujourd'hui, confierais-tu tes communications de guerre à une entreprise privée? Ou est-ce trop risqué? Laisse ta réponse dans les commentaires. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, partage-la avec quelqu'un. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, profites-en pour le faire maintenant. À la prochaine vidéo.